Vous connaissez très bien et sans doute mieux que moi le cas de la Bassée. Donc c'est une plaine alluviale. En fait, la Bassée, c'est la partie aval de la plaine alluviale de la Seine. Et la plaine alluviale de la Seine, en fait, donc vous la voyez là, ça je vous l'ai déjà montré, et vous le retrouvez ici. Hein, et le cadre vert, c'est à peu près la même chose que ce cadre-là. Donc Paris est sous la Tour Eiffel. Vous avez donc Lyon, la Seine qui va là, l'Aube qui est là, et puis la Marne qu'on retrouve ici, dans le bassin de la Seine. C'est 3000 hectares dans la zone, dans la Bassée stricte, on va dire, entre la confluence à l'Aube et la confluence à Lyon qui sont ici. 30 000 hectares, donc 300 km² en fait, avec de nombreux sites qui sont des zones labellisées ZNIEF, donc zone nationale d'intérêt. Zone naturelle d'intérêt écologique et floristique. Voilà. Dont beaucoup de zones humides, 2 zones Natura 2000 pas loin d'ici, une réserve naturelle nationale, une régionale, voilà, donc une zone humide importante, alluviale, riche d'un point de vue écologique. Voilà une carte donc de la Bassée au sens strict entre la confluence à l'Aube à l'amont et la confluence à Lyon à l'aval. Nous on est quelque part par ici, par là, par là. Hein, là où c'est vert. Là où c'est vert. Là. Ok. Donc ce contour-là, c'est la limite des alluvions. Donc alors une plaine alluviale, c'est quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas dans la salle? Il y en a quelques-uns. Ok. Donc, sous nos pieds, on est dans un bassin sédimentaire. Donc, ça veut dire que, au cours des temps géologiques, se sont accumulés des sédiments qui ont été transformés en roches sédimentaires. Il y a des roches calcaires, la craie, c'est très important ici. C'est une roche très imperméable qui est capable de contenir plein d'eau. C'est une formation aquifère. Et donc, si on fort profond, sous la plaine alluviale de la Bassée, on tombe dans l'aquifère de la craie. Et puis, il y a aussi des formations moins perméables, moins perméables. Et l'érosion par les cours d'eau a creusé une vallée. Et cette vallée, en même temps que la rivière la creusait, elle la remplissait d'alluvions, les graviers qui viennent de l'amont. Ça s'est passé à des périodes diverses au cours de l'histoire géologique, notamment lors des déglaciations. Et donc il y a toute cette zone qui est un creux dans la roche, essentiellement la craie, qui est comblée par des alluvions, donc du sable, des graviers, tout ça, consolidé, et où il y a plein d'eau. Ça c'est la plaine alluviale avec la nappe alluviale, au milieu duquel coule la rivière Seine et ses affluents. Donc vous voyez aussi là donc la réserve naturelle. Les taches bleues, ce sont les innombrables gravières qui à l'heure actuelle, donc en 2018, étaient visibles sur la Bassée. Ça c'est l'emprise du casier écrêteur de crue que des gens ont eu la gentillesse de vous montrer tout à l'heure, qui vient d'être mis en phase de test. Et puis en orange, le tracé du projet de mise à grand gabarit entre Bray et Nogent. Je pense que là j'ai dit l'essentiel. Et donc cet espace, cette zone humide a subi de nombreuses perturbations sur très long terme en fait, et c'est ce que je vais vous montrer dans les slides qui suivent. Alors il y a les routes, l'urbanisation, l'agriculture, ça j'en parlerai pas. Je vais surtout insister sur la mise en place des gravières, depuis quand ça se fait et à quelle vitesse. Et puis tout ce qui concerne la rectification du cours d'eau, le fait qu'on est passé d'un cours d'eau de la Seine, mais en triforme, à un cours d'eau très rectiligne, canalisation, gestion de la ligne d'eau. Et ça sur la base des travaux de mes collègues du programme Pierre-Seine essentiellement. Donc les gravières, la photo vous montre à quoi ça ressemble. Le but c'est d'extraire du sable, des graviers, pour faire du béton en mélangeant avec du ciment. Ces granulats sont transportés vers les zones de construction, notamment le Grand Paris, soit par des péniches, soit par des camions.
Et alors, vous avez là l'historique de la mise en eau, enfin du déploiement des gravières. Les gravières, c'est les objets foncés dans la plaine alluviale. En 1949, il n'y en avait presque pas, juste après la Deuxième Guerre mondiale. 0,4% du territoire. 76, 2,8% du territoire. Et 2014, 7,7% du territoire. Et je soupçonne que ça ne s'est pas arrêté là. Non. Quelles sont les conséquences de la création de ces objets? Donc on enlève le matériel solide et à ce moment-là la nappe affleure et on la voit. Ça fait un gigantesque puits. Ça fait d'abord que l'évaporation augmente par rapport à la même nappe qui serait recouverte, toujours protégée par le matériel sédimentaire. Et comme l'évaporation augmente, ça va faire remonter l'eau par capillarité, par transfert hydrique au sein du milieu souterrain, poreux. Et donc la nappe de la craie, elle baisse. Et ça a des conséquences à grande échelle, bien au-delà de la nappe alluviale. Et à échelle plus petite, il y a aussi des changements de circulation locale de l'eau qui vont faire qu'il peut avoir des conséquences diverses. Peut-être parfois positives, mais aussi parfois négatives, on peut supposer. Donc, mais ça augmente aussi la dénitrification naturelle. La mise en lumière de l'eau augmente la dénitrification. Ça a été notamment étudié par des collègues du Pirensen qui ont montré que, par exemple, quand vous avez une carrière qui se situe en amont de la pendaison de la nappe, vous allez avoir un taux de nitrate qui sont ceux que vous avez montrés. Dans l'eau de la carrière, vous allez avoir un taux de nitrate qui va être abattu de 40 ou 50%. Et si vous avez une zone de culture à l'aval, vous allez retrouver vos taux de nitrate, ce qui prouve qu'il est complètement aberrant d'imaginer de remettre en état des carrières en zone agricole, parce que ça annihile complètement cet effet positif, notamment quand c'est à proximité d'un captage d'eau potable. Disons qu'il y a d'autres solutions pour limiter la pollution azotée, à mon avis. Mais vous avez raison, en tout cas. Il y a un autre effet bénéfique sur la biodiversité. Il y a beaucoup plus d'oiseaux sur les gravières et sur les plans d'eau qu'il n'y en avait sur les champs à cultiver. Alors, je suis ravie que ça vous motive. Ce que je vous propose, c'est qu'on ait ces parties de discussion après. Je vais finir mon exposé, j'y suis presque. Et puis, on pourra discuter, mais du coup, tous ensemble. Et sans agressivité si possible. Il y a un autre élément important qui caractérise la Bassée, c'est que le niveau de l'eau dans le cours d'eau et du coup dans toute la plaine et les annexes hydrauliques que sont les bras morts et les gravières est fortement régulé par le fonctionnement de plusieurs types d'ouvrages. D'abord les écluses de navigation et les lacs réservoirs de l'EPTB, Lac Grand Seine, EPTB pour établissement public, l'ET j'oublie toujours, et territorial de bassin. Donc, pour les Parisiens parmi vous, je sais qu'il y en a quelques-uns, vous voyez l'amont du bassin, le bassin de la Seine à l'amont de Paris, hein, qui est là, Paris, ici, la Seine elle coule là, hop. Donc le site d'étudiants la dénitrification que je vous avais montré, c'est sous mon pointeur. Nogent est là, nous on est quelque part par là. Et il y a des barrages artificiels, des lacs artificiels qui se trouvent sur cette zone concentrique. C'est un affleurement de roches argileuses ou argilo-marneuses imperméables qui ont permis de construire relativement facilement entre les années 60 et les années 90, des grands réservoirs de stockage qui sont en dérivation des cours d'eau et qui ont deux rôles principaux. Ils ont été faits pour des raisons. D'abord, écrêter les crues. Alors, ce n'est pas leur effet principal en fait, parce que la surface à l'amont des barrages réservoirs, là, elle n'est pas si grande que ça. Hein. Mais quand même, ça contribue à atténuer les crues à l'aval de ces lacs. Il y en a aussi un sur l'Yonne qui est plus petit et plus ancien et qui joue aussi le même rôle. Et puis, mais qui n'est pas construit sur cette couche argileuse. Et surtout, assurer un soutien d'étiage de la Seine pour qu'il y ait plus facilement accès à de l'eau en été, en période où le niveau de la Seine est bas,
pour l'alimentation en eau potable et aussi pour faire en sorte que l'eau soit de meilleure qualité, parce que moins il y a d'eau, vu tout ce qui est rejeté dans cette eau, plus c'est concentré et plus la qualité est médiocre. Donc en fait le débit de la Seine à Paris, dans les mois où le débit est le plus bas, il est constitué à 50% des lâchures de ces 4 lacs gérés par le PTB Seine-Grand Lac. Et comme du coup ça surélève le niveau de la Seine en été par rapport à son état naturel, ça fait que à cette période estivale aussi, c'est la Seine qui alimente la plaine alluviale, qui peut transférer d'éventuels polluants qui seraient dans la Seine. Bon, c'est pas, ça a été une surprise hein, dans le cadre du Pyrénées-Seine il y a 30 ans quand les collègues ont réalisé ça. Mais ça fait partie du fonctionnement désormais normal de la zone. Et vous voyez là la ligne d'eau en fait depuis Nogent jusqu'à Montereau à 3 périodes. La plus ancienne, moi j'arrive pas bien à lire, 1839 je crois en orange, et puis vous avez 1901, 3, enfin quelque chose comme ça, c'est discontinu, c'est le vert, donc on commence à avoir des écluses, et puis le niveau à peu près contemporain, c'est au XXIe siècle, c'est la ligne noire qui est là, donc où on a à la fois l'effet des écluses sur le niveau d'eau, donc on passe d'une ligne d'eau toute douce à une ligne d'eau en escalier, hein, et les marches d'escalier c'est des écluses pour permettre au bateau de franchir la topographie finalement, pour descendre mais aussi pour remonter. C'est surtout pour remonter que c'est compliqué. Et aussi le soutien des étiages. Je terminerai sur le tracé de la Seine avec j'ai piqué les images à une collègue historienne qui travaille dans le cadre du Pyrénées-Seine. Alors on va s'intéresser à ces 3 cartes-là principalement. 1839, vous voyez que la Seine est méandriforme, on voit bien hein, les différents bras, et la Seine elle coule comme ça. 1943, on voit encore les bras de la Seine, mais celui-ci, je crois, ou celui-ci, il y en a un des deux qui coule plus en fait déjà. Et puis 2010, alors là, ben, il y a eu un canal, une mise à grand gabarit, et donc les méandres sont devenus complètement morts, ne fonctionnent plus, et on voit aussi les gravières qui sont là. Quelles sont les conséquences de tout ça? Premièrement, accélération de l'écoulement en crue, parce que c'est plus court. En fait, en même temps, ça a été mesuré par mes collègues, le tracé de la Seine est devenu plus court, il va plus droit, l'eau va plus vite. Donc la crue, elle passe plus vite, et du coup, elle a aussi plus d'énergie, c'est plus compliqué à gérer à l'aval. C'est partiellement compensé par le casier, enfin ça devrait être partiellement compensé par le casier écrêteur de crue. Donc il y en a un qui est construit à l'heure actuelle et qui est en phase de test, il y en a 8, je ne sais pas si c'est au total ou en plus qui sont prévus, mais enfin voilà, 8 en plus. C'est pas du tout sûr qu'ils seront construits, et voilà. C'est renforcé aussi cette accélération de l'écoulement en crue, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit, par le changement climatique dans notre région. Et puis d'un point de vue du fonctionnement hydrologique et écologique de la zone humide bassée, c'est une diminution de la connectivité avec la plaine alluviale, les transferts d'eau entre tous les éléments, et notamment la rivière et la plaine, des difficultés pour la reproduction des poissons, et ça c'est un seul exemple parmi d'autres de problèmes écologiques qui sont associés à ces éléments-là. Diminution aussi de la recharge de la nappe quand il n'y a plus le champ d'inondation. Évidemment, il y a une protection locale contre les inondations annuelles qu'il ne faut pas nier non plus. Donc je terminerai, c'est mon avant-dernière diapositive. Vous avez là, donc, de Montereau à Nogent, les tracés de la Seine à différentes périodes, 18e siècle, première moitié du 19e siècle, donc c'était Napoléon Ier, deuxième moitié du 19e siècle, Napoléon III, 20e siècle,
Et donc, une très forte modification et au cours du XXe siècle, là, mise à grand gabarit sur tout le secteur aval de la Bassée jusqu'à Bray. Et donc une rectification très forte avec des écluses, etc. Et donc, voici à quoi ça ressemble vu de haut dans ce secteur à grand gabarit, donc à l'aval de Bray. La Seine à grand gabarit, les anciens méandres et puis les gravières. Le projet de mise à grand gabarit, en une slide, j'ai mis un certain nombre d'éléments que je suis certaines vous connaissez déjà. Il s'agit de transformer le lit entre Bray et Nogent, de doubler le canal existant qui est trop petit pour que des péniches de 2500 tonnes passent, alors que maintenant seules des péniches de 650 tonnes, peut-être que jusqu'à 1000 tonnes, c'est possible. Le but, c'est de développer le trafic de céréales, de granulats, de conteneurs, et de le faire sans développer le trafic routier. Donc c'est des questions de report modal qui sont en jeu et diminuer les nuisances d'émissions de gaz à effet de serre, de bruit, de pollution atmosphérique qui sont liées au trafic routier des camions. L'hypothèse sous-jacente, c'est que le coût de la tonne transportée baisse si on le met dans des bateaux plus grands, mais c'est quand même une hypothèse qui est fortement contestée, et notamment par une contre-expertise socio-économique qui a été mandatée par le commissariat au plan, le SGPI, contre-expertise assez critique qui parle de coûts cachés liés au stockage. Et puis là, une question se pose, c'est est-ce que le territoire peut produire plus? Est-ce qu'il peut produire plus de céréales? C'est pas du tout évident. Est-ce qu'il peut produire plus de granulats? Peut-être, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? La question se pose, et est-ce qu'il y a vraiment lieu de transporter plus de conteneurs? Il y aurait quoi dedans? Bon, enfin voilà, ça se pose comme question. Je passe pas toutes les dates de l'histoire déjà longue, mais pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire, elle est longue, ça a commencé dès 1980. Et donc les dernières dates, c'est des avis de l'autorité environnementale et cette contre-expertise en 2020 qui était plutôt négatif. Et pourtant, en 2022, la déclaration d'intérêt public, et c'est à peu près là où on en est maintenant, donc je vais m'arrêter là, sur quelques photos qui vous montrent à quoi ça ressemble une jolie zone humide riche en biodiversité. Merci.